On commence dans cette vidéo un chapitre qui sera entièrement consacré à la notion de dérivabilité. C'est une notion qu'on connaît déjà, mais en fait on va tout reprendre à zéro, tout d'abord pour apporter certaines clarifications sur le sujet, et puis au passage démontrer des choses qu'on sait depuis longtemps, mais qu'on n'a en fait jamais démontrées. Et puis deuxièmement, ces clarifications vont aussi permettre de voir des nouveautés, d'aller plus loin et de développer de nouveaux outils. Comme point de départ de notre réflexion, je vous propose le schéma suivant. Il représente en fait le graphe d'une fonction, on va l'appeler f, dont les valeurs sont représentées sur le schéma par cette espèce de constellation de points. Observez bien ce graphe, c'est le schéma en fait le plus important de toute la vidéo. Cette fonction f, comme vous le voyez, c'est une fonction qui était extrêmement irrégulière, extrêmement chaotique. Elle n'est en fait continue nulle part, en aucun point, sauf en un seul point, qui est le point petit a, puisqu'on voit qu'elle admet une limite finie en petit a. D'autre part, et c'est bien pour ça qu'elle va nous intéresser, elle est plus que continue en petit a, elle est en fait dérivable en petit a. On a sous les yeux une fonction qui n'est dérivable qu'en un seul point. Faites-moi confiance, si jamais vous regardez ici pour cette fonction-là le taux d'accroissement f de t moins f de a sur t moins a, eh bien ce taux d'accroissement admet bien une limite finie lorsque t tend vers a, et cette limite c'est la pente de la droite ici que j'ai représentée en rouge et qui vaut à peu près un demi, mettons. Cet exemple, il a en fait deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de nous rappeler quelque chose qu'on a un peu oublié depuis le début de l'année à propos de la notion de dérivabilité, c'est que la dérivabilité d'une fonction f, ça ne concerne pas la fonction sur un intervalle de base, ça concerne une fonction en un seul point. Alors on définira ensuite ce qu'est la dérivabilité sur un intervalle, et sans surprise, ce sera le fait d'être dérivable en chaque point de l'intervalle, mais à la base, la notion de dérivabilité, c'est une notion qui est locale. Et en fait, on voit en plus avec cette fonction qu'une fonction peut parfaitement n'être dérivable qu'en un seul point. Le deuxième intérêt de ce schéma, c'est de nous interroger sur ce qu'on appelle une tangente, une droite tangente à un graphe. Cette notion, on la manipule depuis longtemps, mais en fait, on l'a jamais réellement définie. D'où vient-elle? Alors la notion de tangente, elle vient de loin, elle nous vient de l'Antiquité. À la base, on parlait d'une droite tangente à un cercle. Il s'agit d'une droite qui ne coupe le cercle qu'en un seul point, contrairement aux autres droites qui coupent le cercle en deux points ou en aucun point. Par extension, ça donne envie de définir la tangente au graphe d'une fonction si jamais ce graphe est très régulier. Pourquoi? Eh bien parce que localement, ce graphe ressemble à un cercle. Il y a alors plusieurs cas possibles. Il y a le cas où le graphe est situé au-dessus de sa tangente, comme je viens de le faire, ou il y a également le cas où le graphe, au contraire, est situé localement au-dessous de sa tangente. Comme jusqu'ici, on n'avait manipulé que des fonctions dont le graphe était extrêmement régulier, eh bien, ce petit flou sur la notion de tangente, il était acceptable. Mais maintenant, si on revient à cette fonction f qu'on a représentée ici au centre de l'écran, eh bien on voit que cette notion de tangente ne tient plus, puisque la fonction f ici, son graphe, n'est situé ni au-dessus ni au-dessous de sa tangente, et surtout ce graphe n'est absolument pas semblable à la courbure d'un cercle, même localement. Et pourtant, cette fonction est bien parfaitement dérivable en petit a. Donc il faut qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on donne définitivement une vraie définition à cette notion de tangente. C'est ce qu'on va faire dans ce cours. Regardez, en fait, l'idée, c'est la suivante. C'est de dire que le lien qu'il y a entre le graphe f et la droite rouge, c'est avant tout un lien de proximité au voisinage de A. Le graphe est proche de cette droite rouge. Cette droite rouge constitue donc une approximation locale, une approximation en fait à l'ordre 1, on va y revenir, mais donc une approximation locale de la fonction f en petit a. Et c'est cette idée-là qu'on va creuser, en donnant à la dérivabilité non pas une définition, mais deux définitions. La première définition, c'est celle qu'on connaît déjà, et puis la deuxième définition, qui sera équivalente à la première bien sûr, fera intervenir cette notion d'approximation locale à l'ordre 1. Allons-y pour la première définition. En fait, c'est la définition qu'on connaît déjà. On dit que f est dérivable en petit a lorsque le taux d'accroissement f de t moins f de a sur t moins a, qui est défini pour t au voisinage de a, mais pas pour t égale a. Donc lorsque ce taux d'accroissement admet une limite finie, petit d, donc un réel, lorsque t tend vers a. Lorsque cette limite finie d existe, on la note f' de a. Ok. Alors, remarque classique, on peut ramener cette limite en t qui tend vers a en une limite en 0 à l'aide du changement de variable t est égal à a plus x. Si t est égal à a plus x, c'est-à-dire x est égal à t moins a, alors ce taux d'accroissement il devient f de a plus x moins f de a, le tout sur x.
Si jamais on représente sur une droite réelle le nombre petit a et puis une variable t au voisinage de a et qui a donc vocation à tendre vers a, alors ici, le nombre petit x, on va le lire là. Posé à l'endroit ce changement de variable, en fait, c'est x est égal à t moins a, de façon à obtenir une quantité qui tend vers 0 lorsque t tend vers a. Mais c'est vrai que personnellement, je préfère le voir à l'envers, c'est-à-dire t est égal à a plus x, de façon à mettre en évidence qu'une quantité qui tend vers a, c'est une quantité qui est égale à a plus quelque chose qui tend vers 0. Souvent, les mathématiciens ont une préférence pour cette formulation-là de la dérivabilité de f en petit a, parce que, en pratique, c'est bien plus commode d'avoir une limite en 0 qu'en une autre valeur. Pour aboutir à la deuxième définition de la dérivabilité, tout va reposer sur la remarque suivante. On va prendre la définition qu'on vient de voir, donc le taux d'accroissement tend vers un réel d, et on va la reformuler. Tout se passe ici, suivez bien. Dire que ce taux d'accroissement tend vers d, c'est complètement équivalent à dire qu'il est en fait égal à d plus une quantité qui tend vers 0. C'est-à-dire qu'il est égal à d plus une quantité epsilon a de t, où epsilon a est une fonction qui tend vers 0 lorsque t tend vers a. Ça paraît rien d'avoir dit ça, mais en fait non, c'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu d'avoir une limite, on a ici une égalité, un bon vieux égal. Et quand on a une égalité, ça permet de faire des calculs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'il y a écrit dans cet encadré rouge et on va calculer de manière à isoler ici la quantité f de t. Ça donne la chose suivante, on va commencer par tout multiplier par t moins a, puis on va faire passer ici le moins f de a de l'autre côté pour isoler f de t. Là, on va faire une pause et observer ce qu'on a obtenu. On a en fait une décomposition de la quantité f de t qu'on va couper en deux parties. La première, que je viens d'encadrer en noir, on va l'appeler a de t, et si je regarde sa dépendance ici en t, je m'aperçois que c'est l'expression d'une fonction affine. Au passage, puisque à la base d c'est la limite du taux d'accroissement en petit a, cette quantité d vaut donc f' de a. Donc cette fonction affine, je peux la réécrire de cette façon-là, c'est la fonction qui à t associe f de a, plus f' de a fois t moins a. Tiens, ça me dit quelque chose. C'est en fait ici qu'on voit apparaître l'équation de ce qu'on va appeler la droite tangente de f en a. La deuxième quantité, que j'ai encadrée en vert et qu'on va appeler e de t, c'est ce qu'on pourrait appeler en analyse le terme d'erreur, puisque c'est la différence qu'il y a entre f de t et a de t. Cette quantité, en fait, elle est petite, mais quand je dis petite, c'est pas seulement qu'elle tend vers 0, c'est plus précis que ça, parce que vous voyez, tendre vers 0, ici, t moins a, tend déjà vers 0 lorsque t tend vers a. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, e de t tend vers 0, mais tend vers 0 plus vite que t moins a, puisqu'elle est du type t moins a fois une quantité ici qui elle-même tend vers 0. En mathématiques, une quantité de ce type, on dit qu'elle est négligeable devant t moins a. Il n'y a aucun mystère sur cette appellation négligeable. Une quantité négligeable devant t moins a, c'est juste une quantité qui est du type t moins a fois quelque chose qui tend vers 0. Une telle décomposition de f de t, à savoir une fonction affine, constante, plus constante fois t moins a, plus une quantité e de t négligeable devant t moins a ici, c'est ça en sciences qu'on appelle une approximation à l'ordre 1. Et en mathématiques, on utilise une appellation bien spécifique pour parler de ce genre de décomposition. On appelle ça un développement limité à l'ordre 1 de f en petit a. Développement limité à l'ordre 1. Si on veut représenter géométriquement cette situation à partir du graphe d'une fonction régulière, ici vous voyez, j'ai représenté le graphe d'une fonction f, et bien ça donne la chose suivante. Vous avez donc le graphe de la fonction en bleu, en rouge ici vous avez la droite portée par cette fonction affine qu'on vient de donner, et puis enfin en vert ici, vous avez cette fameuse quantité e de t qui lorsque t tend vers a est petite au sens que l'on vient de donner. Maintenant, on voit que cette décomposition, elle a tout à fait du sens aussi pour une fonction f qui est très irrégulière. On a notre droite tangente qui est ici en rouge, et puis ensuite e de t, eh bien, ça va être la distance entre, vous voyez, un point ici du graphe que je mets là, et puis la droite tangente, donc cette quantité elle vaut e de t. C'est une quantité ici qui est elle-même extrêmement irrégulière, en fait elle a un peu hérité de l'irrégularité de la fonction f, mais il n'empêche que lorsque t tend vers a, cette quantité est très petite au sens qu'on a donné, c'est-à-dire négligeable devant t moins a. En tout cas, le travail qu'on a effectué montre bien l'équivalence entre deux visions de la dérivabilité d'une fonction f en petit a. Ici,
la vision traditionnelle, et ici, le fait d'affirmer que f admet un développement limité à l'ordre 1 en petit a. Il faut bien comprendre que cette deuxième vision permet vraiment de définir la notion ici de droite tangente, puisqu'on va dire qu'une droite est tangente au graphe de f en petit a, si eh bien, la fonction affine grand A qui définit cette droite vérifie que f de t est égal à cette fonction affine de t plus une quantité négligeable devant t-a. Autrement dit, une droite tangente, c'est une droite qui approche la fonction f en petit a à l'ordre 1. Avant d'écrire proprement cette deuxième définition de la dérivabilité, on va d'abord traduire cette égalité avec une variable t qui tend vers a en une égalité pour une variable x qui tend vers 0 en utilisant ici eh bien, notre changement de variable t est égal à a plus x. Pour l'obtenir, c'est vraiment mécanique. On remplace tous les t dans cette expression par a plus x. Ici, cette quantité epsilon a de a plus x, lorsque x tend vers 0, ce qu'on donne en argument de cette fonction tend vers petit a, et donc toute cette quantité ici tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc on peut un peu simplifier cette partie-là, c'est tout simplement une quantité du type epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Géométriquement, c'est exactement le même dessin, sauf qu'on a tout translaté de façon à ici être en 0 plutôt que d'être en petit a. La fonction en bleu qu'on représente, c'est plus la fonction petit f, attention, hein, c'est une translation de petit f, translation de a vers la gauche. Donc ici, j'ai représenté la courbe d'équation y est égale à f de a plus x. Et ici, cette droite d'équation y est égale à f de a plus dx, ça n'est pas la tangente de f en petit a, c'est sa translatée. En revanche, c'est la tangente en 0 de la translation de petit f, bien sûr. Enfin, le terme d'erreur, x et epsilon de x, on le voit ici. C'est une quantité que l'on dit être négligeable devant x, puisqu'elle est du type x, qui lui-même tend vers 0 lorsque x tend vers 0, bien sûr, fois une quantité qui tend vers 0. En analyse asymptotique, ce genre d'expression, on le notera petit o de x. L'intérêt de cette écriture, c'est que, bon, déjà, en pratique, c'est plus commode de faire des limites en 0 pour les calculs. Et puis, d'autre part, ici, cette fonction affine, eh bien, on peut la lire avec la façon commune de lire une fonction affine. Ici, l'ordonnée à l'origine, f de a, et ici, la pente de la droite, d. D'ailleurs, ce nombre d, eh bien, si je fais le lien ici avec là d'où il vient, c'est bien évidemment f' de a. On voit que dans cette définition ici, f' de a, on le lit donc comme étant le coefficient en x. Et dans la forme du dessus, c'était le coefficient ici en t-a. Donc de manière générale, c'est la pente de la tangente. On est mûr pour formuler proprement cette deuxième définition de la dérivabilité. On dit que f est dérivable en a s'il existe un réel d et s'il existe une fonction epsilon telle que, pour tout x appartenant à un voisinage de 0, alors d'ailleurs pas privé de 0, hein, x peut valoir 0, donc pour tout x au voisinage de 0, f de a plus x est égal à f de a plus dx plus x epsilon de x, et epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Le réel d ici, c'est-à-dire le coefficient en x dans cette décomposition, est alors unique et il est noté f' de a. Cette définition est tout à fait équivalente à la définition de la dérivabilité numéro 1, et la preuve de cette équivalence, eh bien, c'est la fameuse remarque fondamentale qu'on vient de faire. En d'autres termes, il y a équivalence entre d'une part f est dérivable en a, et f admet un développement limité à l'ordre 1 en a. Dans la première définition, f' de a, c'est lui, alors que dans la deuxième définition, c'est lui. Imprimez bien cette équivalence. Si vous l'avez comprise, c'est bon, vous avez tout compris à cette vidéo. Avec ces deux définitions, on est maintenant armé pour démontrer beaucoup de choses qu'on savait en fait déjà sur la dérivabilité. Exemple, si f est dérivable en a, alors f est continu en a. Bah oui, on le sait depuis longtemps, mais on l'a jamais démontré. Bah regardez, c'est pas compliqué. Imaginons que f est dérivable en a. Alors d'après la deuxième définition, elle admet un développement limité à l'ordre 1 en a. C'est-à-dire une décomposition de ce type, avec ici le coefficient en x qui est f' de a, comme on l'a dit. Si maintenant on fait tendre x vers 0, bah en fait cette partie-là elle tend vers 0, en fait elle tend même doublement vers 0, mais celle-ci aussi elle tend vers 0. Donc f de a plus x tend eh bien vers f de a.
Et ça, avec notre changement de variable t est égal à a plus x, eh bien ça signifie très exactement que f de t tend vers f de a lorsque t tend vers a. Autrement dit, f est continu en a. Et voilà, la dérivabilité implique la continuité, c'est fait. Ensuite, dans la foulée, la deuxième définition de la dérivabilité permet de démontrer relativement facilement toutes les règles qu'on connaît de dérivation et de dérivabilité sur les opérations des fonctions, composition, somme, produit, etc. Par exemple, le théorème suivant, si u est une fonction dérivable en petit a et que f est une fonction qui est dérivable en u de a, alors la composée f rond u est dérivable en petit a et f rond u' de a, c'est la formule qu'on connaît déjà. Même chose pour la dérivation d'une somme, la dérivation de constante fois une fonction, la dérivation du produit, le fameux u'v plus uv', et puis sur le quotient. Les 5 démonstrations, elles sont toutes sur le même principe, à savoir l'utilisation justement des développements limités à l'ordre 1. Je ne vais pas toutes les faire, ce sera un peu long, mais pour vous montrer que c'est pas compliqué, je vais en faire une. J'ai choisi ici de regarder la dérivation du produit, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a appris depuis qu'on était petit, là, ce fameux u'v plus uv', et c'est intéressant de voir comment il apparaît. Allons-y, donc supposons que u et v sont toutes les deux dérivables en a. D'après la deuxième définition de la dérivabilité, elles admettent toutes les deux en petit a un développement limité à l'ordre 1. Avec ici le terme constant qui est la valeur des fonctions en petit a, et puis ici, comme on l'a dit, le coefficient en x qui est u' de a et v' de a. Et puis enfin, deux fonctions, epsilon1 et epsilon2, qui sont des fonctions qui tendent vers 0 lorsque x tend vers 0. Maintenant, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de démontrer que u fois v admet elle-même un développement limité à l'ordre 1 en petit a, c'est-à-dire que u fois v de a plus x peut être mis sous la forme de u fois v en a, la valeur de la fonction en a, plus une constante fois x, plus une quantité du type x fois quelque chose qui tend vers 0. Pour obtenir une telle décomposition, c'est pas très compliqué. U fois v de a plus x, par définition, c'est u de a plus x fois v de a plus x. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un produit de cette quantité-là fois cette quantité-là, c'est-à-dire qu'on va faire ça fois ça. On écrit ce qu'on veut, et là, on va faire le produit de façon méthodique. Imaginez donc qu'on fait le produit entre les deux quantités encadrées, là. Chacune de ces quantités a 3 termes, donc si jamais on fait le produit des deux, on obtient 3 fois 3, c'est-à-dire 9 termes. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, vous allez voir que non. Tout d'abord, vu que là, il y a des choses qui dépendent de x et d'autres pas, on va écrire ce qui ne dépend pas de x, c'est-à-dire les quantités constantes. Et là, dans ce produit, il n'y en a pas 36, la seule manière d'obtenir une quantité constante, c'est de faire cette quantité fois cette quantité. Donc le premier terme de notre produit, et le seul en fait qui ne sera pas factorisable par x, c'est lui, u de a fois v de a, et ça tombe bien, c'est la valeur de la fonction u fois v en a. Ensuite, il y a les termes en x, mais qui ne font pas intervenir ici les deux fonctions epsilon 1 et epsilon 2. Ces termes en x, il n'y en a pas 36, il y en a 2. Il y a ici u' de a fois x fois v de a, ce qui donne ici ce terme. Et puis v' de a fois x fois u de a, qui donne ici ce terme. On pourrait dire aussi qu'il y a ce terme fois ce terme, mais ça va donner en fait du x carré, donc je le laisse de côté. C'est quelque chose qui va finalement être négligeable devant x. Si je fais le point ici sur cette quantité, je vois qu'elle est factorisable par x, et ça me donne la chose suivante. u' de a v de a plus u de a fois v' de a, le tout fois x. Tiens. Et puis enfin, il me reste les 6 autres termes de la multiplication des deux quantités encadrées en vert. Alors, tous ces termes-là, en fait, déjà, on voit qu'ils sont tous factorisables par x, ça c'est sûr. Il y a justement le terme dont on parlait ici qui va être en x2, donc il reste un x. Et puis, il y a tous les termes qui vont faire intervenir ces deux fonctions epsilon 1 et epsilon 2, comme par exemple le terme en faisant ce produit-là, ou encore le terme qu'on obtient en faisant ce produit-là. Et ce qu'on voit en fait sur toutes ces quantités, c'est qu'une fois qu'on a factorisé ici par x, on obtient des quantités qui elles-mêmes tendent vers 0 lorsque x tend vers 0, puisqu'il y a soit du x, soit l'une des deux fonctions epsilon. Autrement dit, les 6 termes qui apparaissent à l'intérieur de la parenthèse que j'ai mise ici sont des termes qui tous tendent vers 0, ce qui permet ici de simplifier cette expression. Toute cette parenthèse peut être mise sous la forme de epsilon de x, où epsilon de x est une quantité qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. C'est gagné.
Pourquoi? Eh bien parce que toute cette expression, ça s'appelle un développement limité à l'ordre 1 de la fonction u fois v en petit a. Donc par la deuxième définition de la dérivabilité, la fonction u fois v est bien dérivable en a, et la valeur de sa dérivée en a, c'est-à-dire uv le tout prime de a, d'après cette deuxième définition de la dérivabilité, c'est le coefficient en x, c'est-à-dire cette quantité ici. Et on obtient bien notre formule. Un autre théorème qu'on connaît déjà, c'est le théorème de dérivation d'une application réciproque. On va en donner ici une version définitive. Donc on considère une fonction f qui va de i dans R où i est un intervalle, une fonction que l'on considère comme continue et strictement monotone sur cet intervalle i. D'après le théorème de la bijection monotone, on sait donc que cette fonction est bijective entre l'intervalle i et puis l'intervalle, ce qu'on appelle l'intervalle image, f de i. Voilà ce que dit le théorème. Si f est dérivable en petit a et que f' de petit a est non nul, très important, donc là sur le dessin ça se passe ici, alors sa réciproque f-1 est dérivable, mais non pas au point A, au point B est égal à f de a, ça se passe ici, et f-1' en ce point B, f de a, f-1' de B, c'est 1 sur f' de f-1 de B. Alors il y a un air de déjà vu, on a bien sûr déjà vu ce théorème, mais en fait c'est pas tout à fait ce qu'on avait vu puisque nous on s'était placé sur un intervalle. À l'époque on dérivait les fonctions uniquement sur un intervalle. Ici vous voyez que cette version du théorème, elle est plus précise, elle ne parle de dérivabilité qu'en un seul point. Elle dit si en un seul point ici, petit a, la fonction f est dérivable et que f' de a est non nul, alors au point correspondant ici pour f-1 est dérivable. Pour démontrer ce résultat, cette fois-ci, la définition la plus pratique, c'est la définition de la dérivabilité numéro 1. Partir du fait ici que, étant donné que f est dérivable en a, eh bien, le taux d'accroissement f de t moins f de a sur t moins a, il tend, lorsque t tend vers a, vers f' de a. Le principe de cette démonstration, c'est que, en fait, un taux d'accroissement ici en f, on va voir que c'est l'inverse d'un taux d'accroissement en b de f-1. Regardez, c'est très simple. Si ce taux d'accroissement ici en t, je l'applique en la quantité t est égal à f-1 de y. Déjà, ça a bien du sens de faire ce changement de variable, puisque cette quantité f-1 de y, lorsque y tend vers b, elle va tendre vers a. Regardez pourquoi. Lorsque y tend vers b ici, eh bien, par continuité de f-1, cette quantité-là va tendre vers f-1 de b. La continuité de f-1, elle est assurée par le théorème de la bijection monotone, et oui, c'est la deuxième partie du théorème qui dit que, dans le contexte qu'on a donné précédemment, la fonction f-1 est elle-même continue. Or, ici, cette quantité b, je rappelle que c'est par définition f de a, donc la limite de cette quantité lorsque y tend vers b, c'est f-1 de f de a, c'est-à-dire a. Ce changement de variable a donc du sens, puisque on l'applique en une quantité t, f-1 de y, qui tend bien vers a. Donc on va pouvoir faire une composition ici de limites. Maintenant, reprenons cet accroissement et remplaçons mécaniquement t par f-1 de y. Ça donne la chose suivante. Ici, f de t, c'est f de f-1 de y, c'est-à-dire y. Ensuite, ici, f de a, f de a c'est b, par définition de b. Maintenant, au dénominateur, t, c'est f-1 de y. Et ensuite, ici, cette quantité a, étant donné que f de a c'est b, eh bien a c'est f-1 de b. Et c'est là que je comprends que ce que j'obtiens ici, c'est bien l'inverse d'un taux d'accroissement de f-1 en b. À partir de là, regardez, c'est très simple. Étant donné que ce taux d'accroissement, je le sais, il tend ici vers f' de a. Alors justement, l'inverse de ce taux d'accroissement ici, il tend vers 1 sur f' de a. Et c'est à ce moment précis de la démonstration qu'on a besoin que f' de a soit non nul. Ensuite, on déroule avec ce changement de variable dont je viens de parler et le fait que a y vaille f-1 de b puisque b est égal à f de a, on obtient bien que ce taux d'accroissement tend vers 1 sur f' de a, c'est-à-dire vers 1 sur f' de f-1 de b. Et on a démontré notre théorème. Enfin, terminons cette vidéo avec les notions de dérivabilité à droite et de dérivabilité à gauche. On dit que f est une fonction dérivable à droite en un point petit a, lorsque le taux d'accroissement, ici, f de t moins f de a sur t moins a, admet une limite finie lorsque t tend vers
A+, c'est-à-dire qu'ici on regarde une limite à droite du taux d'accroissement. À ce moment-là, si cette limite finie existe, on la note fd' de A avec cette notation-là, d comme à droite. Et on dit donc que la fonction est dérivable à droite. Respectivement, on dit que f est dérivable à gauche en petit a lorsque le taux d'accroissement admet une limite finie, lorsque t tend vers a-, on regarde la limite à gauche, et à ce moment-là, cette limite finie est notée fg' de petit a. Sans surprise, si f est défini à la fois sur un voisinage à gauche de petit a et sur un voisinage à droite de petit a, on a l'équivalence suivante entre, d'une part, f est dérivable en a, tout court, et puis d'autre part, f est dérivable à gauche et à droite en a, et ça ne suffit pas. Les deux nombres fd' de a et fg' de a, sa dérivée à gauche et sa dérivée à droite, sont égaux. Si jamais cette égalité elle n'est pas vérifiée, eh bien géométriquement ce que vous allez avoir c'est en petit a un pic au niveau du graphe de f. Là vous voyez sur ce graphe en petit a j'ai une fonction qui est bien dérivable à gauche, fg' de a est positif, là il vaut à peu près 1, elle est également dérivable à droite, fd' de a est strictement négatif, là il vaut je sais pas, -2, -3, mais la fonction n'est pas dérivable en petit a. Alors, cette proposition ici, il n'y a en fait rien à démontrer. On est en train d'utiliser un théorème qu'on connaît déjà sur les limites de fonctions, qu'on avait énoncé dans le chapitre sur les limites de fonctions, et qui dit que, de façon générale, pour qu'une fonction admette une limite en un point petit a, eh bien, il suffit qu'elle admette une limite à la fois à gauche et à droite, et que ces deux limites, à gauche et à droite, soient égales entre elles. Là, on est en train simplement d'utiliser ce théorème sur cette quantité-là, un taux d'accroissement. Enfin, comme il est dit ici dans cette remarque, tous les théorèmes et toutes les propositions données jusqu'ici sont également valables lorsqu'il s'agit non pas de dérivabilité, mais uniquement de dérivabilité à droite ou de dérivabilité à gauche. Pourquoi? Eh bien parce que dans les démonstrations, on a utilisé ici des limites lorsque t tendait vers a et x tendait vers 0. Ces démonstrations sont tout aussi valables en utilisant des limites lorsque t tend vers a+, ou de façon équivalente lorsque x tend vers 0+, et pareil en a- et 0-.